Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette théorie qui dit que tout Français de souche aurait dans son sang un peu de celui de Charlemagne. Théorie soutenue en 1979 par Jacques Saillot. Cette théorie foireuse s'appuie sur de la mathématique pure. Les petits contes de la grotte au chat. Puisque 45 générations me séparent de Charlemagne, j'ai donc 35 milliards d'ancêtres théoriques, contemporains de l'empereur. Or, à l'époque, il n'y avait que 8 millions d'habitants dans l'Hexagone. Je descends donc forcément un peu de tous, et donc aussi un peu de Charlemagne. C'est mignon tout ça, mais on oublie juste une chose, c'est que tous ces gens-là se mariaient entre eux. Ainsi, seulement 12 générations séparent Saint-Louis, Louis IX, de Charlemagne. Pourtant, il descend 500 fois de Charlemagne. Oh, je le sais, certains d'entre vous pensent descendre de Charlemagne par les femmes. Après tout, elles épousaient souvent des hommes issus de moins bonnes familles qu'elles. C'est vrai. Mais lorsque l'on descend des Carolingiens, le moins bon reste tout de même la crème de la société. Et pour avoir étudié un certain nombre de cas, on reste toujours dans la noblesse. Un généalogiste qui a étudié la question n'a pu identifier que 3 ou 4 mariages de femmes avec des grands propriétaires terriens. Alors, concrètement, soit comme Trublion, vous avez dans votre nom une particule où vous savez issu de la noblesse. Et en conséquence, il y a des chances, des possibilités que vous descendiez de Charlemagne. Mais dans ce cas-là, vous pouvez le prouver. Et vous ne descendrez pas une seule fois de Charlemagne, mais sans doute plusieurs fois par plusieurs ascendants. Vous trouverez aussi dans votre arbre de glorieux personnages comme Guillaume le Conquérant, Philippe le Bel. Tu racontes n'importe quoi, on n'est jamais complètement sûr. Certes. Vous trouverez également des hommes et des femmes moins glorieux, tels les Bellême ou Marie de Montauban, des personnages aux histoires hallucinantes tels Jeanne de Belleville et Olivier de Clisson. Donc vous l'aurez compris, elle ne se contente pas de me tourner au ridicule dans ses vidéos, en plus, elle dénigre mes ancêtres. Soit comme moi, vous n'arrivez à identifier vos ancêtres que sur peu de générations, et il est probable que vous ne descendiez pas de Charlemagne. Il est probable que vous ne descendiez que de gueux, car les moins fortunés aussi se mariaient entre eux. Mais attends Robinson, il y a bien des gens qui changeaient de seigneurie? Oui, bien sûr, mais ils ne s'enfuyaient pas à la cloche de bois vivre d'amour et d'eau fraîche. La liberté, à l'époque, est une notion évanescente. Quelle liberté à mourir de faim et de froid! Non, généralement, on changeait de seigneur pour des choses beaucoup plus triviales. L'exemple le plus commun, c'est Monsieur X, qui veut acheter le terrain de Y pour y installer ses enfants. Monsieur Y est d'accord pour le vendre. Sauf que le terrain ressort d'une autre seigneurie que celle auquel appartient Monsieur X. Alors, pour ne pas briser le triangle servile, Monsieur X va voir son seigneur et négocie l'affranchissement de son enfant. Monsieur X rachète son fils, et son fils va directement se vendre au seigneur à qui appartient la terre que son père a achetée pour lui. L'autre exemple type, c'est à l'occasion de mariage, ce que l'on appelle les forts mariages. C'est Monsieur X qui marie sa fille avec le fils de Monsieur Y. Enfin, au final, les enfants, ils ont bougé de 100 mètres. Et alors que fais-tu du droit de cuissage? Alors ce mythe qui veut que le seigneur ait le droit de goûter le fruit avant le mari semble être un mythe, et un mythe bien français, uniquement français. Ce mythe semble avoir été créé de toutes pièces par les juristes royaux pour prouver par l'exemple de la désastreuse gestion des seigneurs. De même,
Le droit de culage, mot plus que symbolique, retrouvé dans une preuve de 1247, s'inscrit dans une rivalité entre seigneurs et moines. Quant aux aveux du XVe et XVIe siècle, on ne les retrouve que dans des cadres de négociation. En fait, ce droit de cuissage n'est évoqué que dans le cadre de conflits et généralement pour stigmatiser l'autre. D'ailleurs, on le ressort au moment de la Révolution française pour stigmatiser la monarchie. Alors reste une hypothèse, le viol. Malgré tout, les archives judiciaires tendent plutôt à prouver que les viols se faisaient au sein d'une même classe sociale. Mais c'est une possibilité. En revanche, que l'enfant ait survécu, c'est beaucoup moins probable. Il faut quand même noter une exception notable. Dans le cadre de la traite négrière, on a des sources écrites qui indiquent que des personnes issues de la noblesse ont eu des rapports forcés avec leurs esclaves. Beaucoup n'ont pas reconnu la progéniture, quelques-uns l'ont fait. Mais là encore, en fait, on sait et on peut le prouver. Alors je comprends que vous puissiez être déçus. Non, vous ne descendez pas de Charlemagne. Mais si c'est merveilleux d'être fier de ses ancêtres, franchement, qui aujourd'hui peut se dire à la hauteur d'un Charlemagne? Quel poids ce doit être à porter? Et puis, avez-vous vraiment envie de descendre de cette lignée de consanguins? Et oh, vous aussi vous êtes consanguin. Oui, Trublion, mais n'est-ce point le dernier privilège de la noblesse d'être consanguin et de pouvoir le prouver?